Bonsoir à tous, merci d'être venus à Célébéon ce soir pour cette table ronde que nous organisons dans le cadre de l'exposition de Mbaye Diop intitulée Balle de match. Cette exposition est la suite d'une résidence d'à peu près 2 mois dans notre lieu. Et alors, on a organisé justement cette table ronde pour avoir un petit peu le regard d'architectes, de chercheurs, d'historiens de l'art à propos de cette exposition et aussi pour parler et discuter un petit peu de réflexions autour de l'architecture de Dakar et de la ville de Dakar. Juste pour vous présenter très brièvement l'exposition, Balle de match donc prend comme point de départ l'architecture de Dakar et la ville de Dakar à travers une série de films, d'animations, de dessins et de peintures. Mbaye était intéressé justement par rapport à toutes les confrontations architecturales qui peuvent exister dans la ville de Dakar entre à la fois des formes traditionnelles, des modèles infligés par l'histoire coloniale et aussi la bétonisation de la ville. Et le symbole du match de tennis a été utilisé à travers son travail pour parler un petit peu de l'état de compétition qui habite la ville. Donc je vais vous présenter très rapidement les intervenants et puis on va discuter tous ensemble autour de l'exposition, mais aussi des sujets et des initiatives que chacun entreprend. Donc nous avons Mbaye, qui est un artiste sénégalais qui est basé à Genève, mais depuis Genève, on va dire que Dakar et la ville restent le sujet principal de son travail. Il a été diplômé en juin de la l'AED à Genève et a participé à la Biennale de Dakar en 2022. Nous avons Annie Jouga, nous avons le plaisir d'accueillir, qui est architecte, qui a été aussi la cofondatrice de l'école de l'université d'architecture de Dakar en 2008. Elle a été adjointe au maire de Gorée pendant plus de 2 décennies et présidente de la commission mobilité et infrastructures urbaines, ainsi que conseillère élue de la ville de Dakar de 2014 à 2022. Ensuite, on a Carole Diop et Ndinga Boub, que je vais présenter individuellement. Carole est une architecte diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, Val-de-Seine. Elle travaille et vit à Dakar et elle est la fondatrice de Africada, qui est un magazine interactif d'art contemporain, de design et d'architecture. Depuis décembre 2021, elle organise des balades architecturales autour du plateau et dans différents quartiers de Dakar pour justement allier un petit peu histoire et architecture. Et elle forme justement avec Ndinga Boub Dakar Morphose, qui est une recherche autour de la genèse de la ville de Dakar, son évolution et qui prend vraiment comme point de départ les villages rébous. Ndinga Boub est une architecte sénégalo-camerounaise qui habite à Dakar depuis 5 ans, qui a travaillé pour Adjaye Associates à Londres et qui aussi a formé Worofila, qui est un collectif d'architectes et d'ingénieurs spécialisés dans la construction de matériaux en terre et biosourcés. Et donc qui travaille avec Carole sur Dakar Morphose, dont une partie de la recherche a justement été exposée en parallèle de cette exposition. Et nous avons Mathieu Jacquard, qui nous vient de Lausanne. Mathieu est architecte, historien de l'art. Il a étudié en Suisse, a travaillé entre Paris, Berlin et Lausanne. Et il a différentes activités qui se déploient principalement au travers de projets collectifs qui mêlent architecture et différentes formes d'expression artistique. Il a notamment collaboré avec le théâtre Vidi, où il a organisé des expositions. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2022, il a lancé avec Daniel Chiboz une série d'événements qui s'appelle Apprendre de Dakar, qui a lieu à Lausanne et dont récemment, dont l'une des manifestations a eu lieu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, où Mbaye a justement fait une performance.
Donc la conversation va durer à peu près 45 minutes et ensuite l'idée c'est de pouvoir ouvrir au public et vous aurez à peu près 15-20 minutes pour poser vos questions. Donc juste pour commencer, de façon très générale, j'aimerais commencer avec toi Mbaye et puis chacun de vous pourra intervenir par rapport à vos initiatives respectives, mais je voulais savoir quelle était l'importance justement d'aborder, de questionner et d'étudier un petit peu l'histoire architecturale de Dakar. Pourquoi aborder cette ville dans ton travail? C'est vrai que le point de départ de cette réflexion, ça a commencé, si je ne me trompe pas, en 2010, quand je suis sorti à l'école des arts. Et parce qu'en fait, sujet de réflexion de recherche sur lesquelles j'ai travaillé pour mon mémoire à l'école des arts, c'était la gestion des ordures dans l'espace urbain de Dakar. Alors, j'ai travaillé sur ce sujet-là pendant 4 ans, à réfléchir pourquoi il y a tellement d'ordures à Dakar, pourquoi Dakar est sous la pression vraiment de tout ce qui est ordure, de tout ce qui est tas, de tout ce qui est pas achevé, etc. Donc j'ai fait des recherches pendant 4 ans sur ça, ce qui a donné ces recherches-là quand j'étais à l'école des arts. Alors, juste après, j'ai arrêté vraiment de réfléchir sur Dakar, j'ai arrêté de penser sur Dakar, j'ai arrêté de me concentrer sur des problématiques de Dakar parce que, en fait, il y avait d'autres préoccupations beaucoup plus actuelles sur lesquelles je voulais vraiment réfléchir aussi, je voulais vraiment donner mon avis ou des propositions par rapport à ça, dans les thèmes liés à l'immigration, etc., etc. L'autre élément aussi qui m'a poussé à arrêter, si je peux l'appeler comme ça, ma carrière artistique ou bien mes recherches sur des problématiques purement artistiques, c'était le fait que j'étais affecté comme professeur aussi, où j'ai enseigné pendant 9 ans comme professeur d'art. Et après, j'avais pas le temps de produire, j'avais pas le temps de faire des recherches. Et juste après aussi, j'en avais un peu marre. J'ai pas démissionné, j'ai lâché la craie complètement. Et je me dis non, je vais faire de l'art. Je vais commencer vraiment à être très autonome. Je vais essayer de prendre, si je peux le dire comme ça, ma liberté artistique sans dépendre de personne et faire des recherches sur des sujets qui m'interpellent directement. Alors, du moment où j'avais déjà entamé cette réflexion à l'école des arts sur la gestion des déchets, la gestion des ordures sur Dakar, je me dis, c'est un bon prétexte pour revenir encore sur ce sujet. Alors, juste pour rappel, ce sujet de recherche-là, c'était en fait de voir un peu le comportement en étudiant les déchets de Dakar, parce que je me déplaçais dans les différents quartiers de Dakar, je regardais les ordures et j'ai puisé chaque élément qui me semblait intéressant dans les ordures de chaque quartier pour voir le niveau de vie de ces gens-là qui évoluent dans ces quartiers-là. Et j'étais beaucoup plus intéressé par les chaussures. Donc j'étudiais les chaussures. Par exemple, aux Almadies, les chaussures qu'ils jettent à la poubelle, peut-être ce ne sera pas de la même forme d'expression que les chaussures qui sont jetées au niveau de Pikine, etc.
et j'essayais d'étudier vraiment l'évolution graphique, combien de temps ces chaussures-là ont été portées, etc., etc. Combien de personnes peut-être même ont eu à utiliser ces chaussures, et ce qui a valu d'ailleurs l'expo juste après au Centre culturel Blaise Senghor sur le thème des chaussures usées. Donc c'est pas un thème nouveau que j'ai un thème nouveau sur ce plan de recherche. Alors donc quand Mathieu m'a proposé de faire ce travail-là sur l'architecture, parce qu'il avait déjà vu, je crois, le film Colobane. Alors Colobane, parce que en fait, j'ai vécu dans ce quartier-là, et du moment où j'étais encore à l'école des arts, et j'étais en contact de mon premier téléphone portable où je pouvais filmer, faire des photos. Et à chaque fois que je passais à Colobane, je prenais des photos, je faisais des bouts de film, etc., etc. Et quand je suis arrivé en Suisse, je me suis dit, il faut que je fasse un film sur Colobane, parce que c'est un lieu qui représente énormément pour moi. Alors j'ai fait le film pendant la période Covid, où l'accent était mis vraiment sur l'aspect dynamique de ce marché, mais la transformation du marché, le côté organique du marché. Et pour moi, le marché Colobane est comparé aussi à l'architecture de Dakar, qui est très organique, qui change tout le temps, où il n'y a rien qui est fixe. Ça renvoie aussi à mes premières recherches sur la gestion des ordures à Dakar, où en fait c'est des éléments qui sont assez présents dans le décor, où on retrouve souvent des tas de gravats devant un immeuble, peut-être même où on a déjà rendu les clés. On retrouve des tas d'ordures partout. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a rien qui est fini, il y a rien qui est achevé, il y a rien qui est terminé. Tout est continu. Je le compare souvent à cette phrase de Héraclite qui dit que, en fait, tout bouge, tout est devenir. Pour moi, Dakar, en réalité, c'est une ville en devenir. C'est en réalité comme une pâte à modeler qui est assez fraîche comme ça, où chacun peut lui donner la forme voulue. Et Mais c'est très intéressant parce que là, on a vraiment l'approche sensible de l'artiste par rapport à la ville. Et je voulais savoir si justement l'un de vous voulait réagir avec votre regard d'architecte par rapport à ce que Mbaye vient de dire. Et juste une autre chose, c'est que cette étape de chantier perpétuel dans lequel tu parles, ça me fait penser aussi un petit peu aux débris qu'on a récupérés de la maternité Dantec qui a été détruite au cours de ta résidence. Et donc, ça soulève un petit peu aussi la question de ce patrimoine et de cette préservation du patrimoine. Je ne sais pas si Annie, vous voulez rebondir là-dessus. Oui, alors, c'est vrai, la ville, ça bouge. Mais quand même, on ne peut pas dire que Dakar, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui reste et qui fait l'identité de Dakar. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on se réveille, pour que cette identité-là demeure. Et cette identité de Dakar, c'est une succession de plusieurs choses qui viennent se mettre les unes à côté des autres et qui se respectent. Je veux dire qu'on peut trouver dans Dakar plusieurs histoires et il faut aller peut-être les chercher, mais elles existent. Aussi bien les histoires, et Carole et Zinga en parleront mieux que moi sûrement, des premières traces de la ville de Dakar avec l'histoire des quartiers traditionnels qu'on appelle Pench. Il y a des traces qui sont là. Et là-dessus, l'administration coloniale est venue surfer, à quadriller la ville. Il y a des traces, il y a beaucoup de traces. Et l'administration
la ville sénégalaise nationale, la nation est venue se faire pour prolonger. Et il y a encore toutes ces traces qui sont là, et on voit des successions d'histoires, d'architecture qui se succèdent, qui s'entrelacent, qui se respectent et qui se parlent. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait la ville. C'est aussi ça qui fait la ville. C'est pas tant le chaos que ça. Je pense qu'il y a des endroits chaotiques, il y a des moments chaotiques, mais il y a quand même, je pense qu'à Dakar, on a quand même, par rapport à beaucoup d'autres villes, on a quand même la chance d'avoir cette histoire-là qui, à travers du bâti, à travers... C'est vrai qu'elle est en train elle peut disparaître, hein, mais elle ne va pas, je ne pense pas qu'elle disparaisse comme ça. Voilà, donc, quand même, il y a une réflexion que nous devons tous apporter autour de ça. Les créateurs que nous sommes, les concepteurs que nous sommes, comment nous faire dans cette ville. Et c'est pas une histoire de Sénégalais, c'est pas une histoire de Dakarois, c'est une histoire de la ville, des villes du monde qui se créent comme ça. Il y a des désastres beaucoup plus importants. Moi, je me souviens, des professeurs à nous disaient, nous racontaient l'histoire en Belgique. On traitait à la fin après la guerre, on traitait les architectes de crétins ou de je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait un courant d'architectes belges qui avaient décidé qu'il fallait tout démolir parce que voilà. Donc c'est vraiment pas une histoire sénégalaise, c'est une histoire en général, on va dire. Hein, on retrouve ça vraiment partout. Après, maintenant, il y a une vision. Il faut avoir une vision à un certain niveau. Il faut qu'il y ait une vision qui dise que effectivement, on doit compter. Tout ça doit compter et tout ça doit. On peut pas tout garder. Et donc, il faut qu'il y ait une espèce de vision. Alors, des visions politiques qui associées avec des professionnels le plus large possible, pas simplement les architectes, parce que la ville n'est pas faite par les architectes, elle est faite par bien d'autres personnes. On nous jette toujours la pierre en disant c'est les architectes. Donc, la ville est heureusement faite par bien d'autres. Donc tout ça, tous ces gens-là doivent contenir cette vision-là et faire en sorte que, effectivement, l'identité, c'est pas pour nous, mais c'est pour les générations à venir. Vous avez dit quelque chose que je retiens parce que ça se lie un petit peu avec les conversations qu'on a eues hier, mais le fait de décrire la ville comme chaotique, justement ce terme qui est un peu péjoratif, est-ce que justement Nzinga et Carole, vous pourriez nous parler de ça, comment lire la ville et plus particulièrement des formes traditionnelles que quelqu'un n'étant jamais venu à Dakar va voir, et particulièrement les penches qui sont souvent considérés comme des espaces irréguliers. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ce qu'est le pench et pourquoi il est important? Je vais rebondir un peu aussi sur ce que Mbaye disait tout à l'heure, et je sens en fait que dans son travail, l'observation c'est quelque chose de très important. Et justement, l'observation, c'est ce qui nous a conduit à la recherche qu'on a menée depuis 2018, donc à environ 5 ans maintenant, qui s'appelle Dakar Morphose. Et c'est justement en se baladant dans la ville qu'on découvre ces espaces. Et on s'est intéressé à ces benches, donc à ces... je vais résumer en disant village traditionnel Lébou, mais c'est bien plus que ça. En fait, un bench, c'est l'endroit où s'est réunie la communauté. On pourrait dire qu'actuellement, là, on forme un bench. Donc, c'est l'endroit où se réunit la communauté et c'est la communauté aussi par extension. Et quand on parle des benches de Dakar, des 12 benches de Dakar, ce sont des
Par exemple, si je prends le cas du bench de Mbot, ce sont les descendants d'un ancêtre commun qui ont fondé ce bench, et donc chaque bench est lié à à une famille en particulier. Et donc on a commencé à s'intéresser à ces espaces en se posant la question de comment est-ce que la ville a évolué autour de ces structures, et comment éventuellement ces structures constituent des poches de résistance urbaine des poches de résistance dans la ville, et sont une forme d'urbanité africaine qui est présente et qui reste en place. Et quels sont les mécanismes aussi qui font que ces benches restent en place, même s'ils sont bien réduits aujourd'hui. Et donc c'est tout ça qui a animé notre recherche. Je vais peut-être passer la parole à Zinga. Bonsoir. Oui, ça marche. Alors, moi j'ai déjà pour peut-être un peu parler de l'importance ou les motivations derrière le travail de recherche qu'on a fait. Je pense Carole et moi, nous sommes sénégalaises. Moi, j'ai pas grandi ici. Carole a grandi ici, mais on a toutes les deux étudié à l'étranger. On est, je crois, en présence d'un directeur de l'école d'architecture qui a fermé depuis plus de 30 ans. Et avant d'avoir la réouverture du CUAD et une autre école privée, pendant longtemps, il n'y a pas eu d'école d'architecture à Dakar. Ce qui fait qu'on est dans un contexte où on a pas mal d'architectes ayant étudié à l'étranger, et qui finalement, hormis l'expérience qu'on a de la ville, on ne comprend pas la ville en tant que professionnel. Donc, je pense on a été, et moi particulièrement à mon retour au Sénégal, animé d'un désir de vouloir comprendre en fait tout simplement la ville, d'un point de vue urbain, d'un point de vue architectural. Et donc la communauté des Boulous nous intéresse, étant considérée comme le peuple indigène de Dakar. Donc, et surtout très intéressant de voir que les origines des 12 Pench sont ici au plateau, qui est vu comme le centre-ville de Dakar, d'imaginer et de voir au travers les travaux de recherche à quoi ressemblait le plateau et comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure, surtout de les voir encore aujourd'hui persister, nous en dit long sur ces différents processus de transformation. Et au-delà de cela, l'histoire je pense principalement de tout le reste de Dakar, parce que on voit que des 12 villages originels, 6 sont restés dans le plateau et 6 ont déménagé à la Médina à la suite d'une décision politique de ségrégation spatiale en 1914. Et par la suite aussi, on voit que les migrations continuent dans la ville. Nous, notre cabinet est basé à Fanok. Les gens de Fanok ou Okoloban sont issus du Pench de Hok, qui le dernier emplacement est juste sur, je crois, l'avenue Mingay, en face de la Royalty, ouais. Et avant, a été issu du village de Tan, etc. Donc, on voit que ces migrations continuent. Ça nous permet d'avoir ce fil conducteur dans la ville. Et je pense globalement, rebondir sur l'idée de Dakar qui est chaotique, c'est que lorsqu'on continue à s'intéresser à l'histoire de la ville de Dakar, comment est-ce qu'elle a été planifiée, comment est-ce qu'elle a grandi, comment est-ce qu'elle s'est étendue, il y a des histoires je pense sur la plupart du territoire, il y a une forme de planification urbaine. En tout cas, ça, je pense, répond à certaines logiques d'urbanisation dont on peut apprendre. Donc, je prends l'exemple des SICAP dans le contexte d'un autre projet Habiter Dakar. On s'est intéressé au logement, voir l'histoire territoriale des SICAP et les SNHLM, par exemple, nous informe beaucoup sur une grosse partie de la ville. Et après, il y a d'autres, ça s'étend parce que ça va du centre vers le nord, même des quartiers comme les Parcelles Asseni, l'histoire de comment ces quartiers sont créés pour loger des gens, etc. Je pense que lorsqu'on s'intéresse plus d'endroits sur la plupart du territoire de Dakar, pour pas dire la totalité, il y a une histoire, il y a une logique. Certes, ça a évolué, et dans les processus d'évolution, je pense qu'on peut constater que les architectes sont très peu présents. On est dans un pays avec moins de 300 architectes en exercice, enregistrés à l'ordre.
Donc ça pose aussi la question, bien sûr, de la place qu'on peut avoir. Mais je pense que pour les architectes qui sont ici, déjà comprendre la ville est quelque chose de très important. Et donc ces travaux de recherche, d'histoire, nous permettent de le faire. Et j'espère permettre de créer des architectes un peu plus responsables par rapport à leur environnement. Alors, je vais introduire Mathieu aussi dans cette discussion, parce que Mathieu, vous êtes basé à Lausanne, et les différents événements que vous avez organisés sont intitulés « Apprendre de Dakar ». Donc, quel est l'intérêt pour vous, étant en Suisse, d'apprendre de Dakar, et qu'est-ce que vous apprenez de Dakar? Donc, moi, c'est la première fois que je viens à Dakar. Ça a été dit, je viens de Suisse, je suis installé à Lausanne. Jennifer a parlé de Daniel Sibo. En fait, Daniel Sibo, c'est un ami qui connaît très bien le Sénégal au travers de liens familiaux, qui a notamment enseigné une année à Supimax, en fait, parce que lui enseigne dans différentes écoles en Suisse, dans le domaine du média design notamment. Il enseigne à La Haye, à Genève, à l'école d'art de Bienne. Et puis quand il est venu à Dakar enseigner pendant une année, il a rencontré beaucoup de personnes de la scène artistique, de la scène architecturale. Et puis il a notamment vu le travail de Carole Diop Ndingabou, Dakar Morphose. Et puis ici, on situe les choses un petit peu plus globalement. En fait, en Suisse, entre 2000 et 2010, il se trouve qu'il y a eu 2 prix Pritzker. Il y a eu Herzog de Meuron qui a reçu le prix Pritzker, il y a eu Peter Zumthor. Donc il y avait une sorte de vogue comme ça de l'architecture suisse au début des années 2000. Et puis la Suisse, elle, s'intéressait en partie à ce qui se faisait à différents endroits du monde. Ça, c'est assez particulier, mais il y a un studio qui a été fondé par l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui a pris le nom de Studio Basel, avec notamment à la tête de ce studio Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Et puis, ce studio, tout à coup, s'est dit ce serait intéressant d'aller étudier les grandes villes du monde, parce que voilà, c'est un sujet qui touche pas la Suisse, mais en même temps, les villes grandissent à travers le monde, et nous, en tant qu'architectes, ça nous intéresse de prendre part au débat. Donc, il y a eu plusieurs semestres de ce Studio Basel, qui se sont passés dans différentes villes du monde. Donc, à chaque fois des mégapoles. Tout d'un coup, il y a eu un semestre à Nairobi, il y a eu un semestre au Caire, il y a eu un semestre à Mumbai, etc., etc. Et puis de tout ça est né un travail par la suite qui, vous avez entendu parler, qui s'appelle African Modernism, qui a été piloté par un architecte qui s'appelle Manuel Hertz, qui était dans ce studio. Et Daniel Sibo, quand il est venu à Dakar, il a vu qu'il avait pu voir Dakar Morphose, mais qu'il a vu aussi au Goethe Institute African Modernism. Et cette exposition, il l'avait déjà vue à Genève, il a tourné partout en Suisse. Et donc ce qu'il s'est dit, c'est que c'est quand même assez fou. La Suisse va étudier une ville comme Nairobi, par exemple, et puis transmet à des étudiants et étudiantes en Suisse les recherches qui sont faites par des étudiants et étudiantes en Suisse. Ces recherches vont même jusqu'à Dakar, mais des recherches qui sont faites à Dakar par des architectes de la ville n'arrivent pas jusqu'en Suisse, en fait. Et donc c'était ça le début de ce projet Apprendre de Dakar. C'était Daniel Sibo qui revient de Dakar en Suisse. Nous, on s'intéresse beaucoup à la question de la relation entre la Suisse et le colonialisme, parce que voilà, ça fait une quinzaine d'années que c'est un sujet qui est de plus en plus débattu en Suisse. Pendant longtemps, il y avait cette idée de dire la Suisse n'a pas d'accès à la mer, donc c'est pas comme la France, c'est pas comme la Grande-Bretagne, mais évidemment, la Suisse, depuis très longtemps, c'est les banques, depuis très longtemps, c'est les grandes entreprises, depuis très longtemps, c'est les mercenaires, des choses comme ça. Donc la Suisse a pleinement participé à la question coloniale. Et puis donc, par rapport à cet arrière-plan, Daniel Sibo m'a proposé qu'on fasse une série d'événements qui réunirait des architectes de Dakar, des artistes de Dakar. Et c'est comme ça qu'on a invité, pour commencer, Carole Diop Ndingabou. Ensuite, on a invité l'école des mutants, ce collectif que vous connaissez peut-être, qui a été fondé à Dakar par Hamidine Khan et Stéphane Verde-Botero, qui travaille aussi avec Ouli Matagé, qui avait mis sur pied cette exposition à l'Université des futurs africains à Nantes. Et puis, on a aussi invité justement Diop à faire une performance, parce qu'on avait vu ce film Koloban qui parle de l'espace de Dakar. Donc c'était ça, c'est que tout d'un coup, il y avait une série de protagonistes qui nous paraissaient
dire des choses très intéressantes d'une ville qu'on connaissait de nom, mais pas vraiment. Et voilà ce qui nous a amené comme ça à lancer ceci. Puis donc après l'invitation qui a été faite à Caroline Zinger, on a fait cette invitation à l'École des Mutants. Et ce qui était amusant, c'est que tout d'un coup on a vu qu'il y avait énormément de liens entre la Suisse et le cinéma de Djibril Diop Mambéty. La visite de la vieille dame de Dürrenmatt, celle de base à Yen, qui a été produit par un Suisse. Les deux derniers films de Mambéty, La petite vendeuse de soleil et Le Franc, ont été produits par une Suissesse. Et le chef de la caméra pour Tuki Puki et Contrast City est aussi suisse. Donc en fait, on a pu inviter plein de monde à Lausanne et tout d'un coup, c'était une sorte de moment assez fort justement par rapport à cette question de ce qu'on pouvait apprendre de Dakar. Donc voilà un petit peu le cadre général. Et puis, pour pas trop parler, pardon, mais quand même, cette recherche dakarmophose, moi j'en parle tout le temps en fait, parce que évidemment que cette idée de dire qu'il y a un patrimoine précolonial qui existe à Dakar, dont on avait assez peu parlé, puis qu'il est tellement brillamment tout d'un coup valorisé par ces études, je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre beaucoup en fait. Ce qui est assez intéressant à partir de notre discussion, c'était d'apprendre que par exemple le musée des Dynamiques a été une reproduction d'une certaine manière du musée qui est à Neuchâtel, c'est ça? Oui. Qui est d'ailleurs le musée dynamique, l'ancien musée dynamique étant la Cour suprême. Oui, disons, voilà. Cette histoire, c'est nouveau, c'est cette question de la place de la Suisse dans le monde. En fait, la Suisse, c'est les organisations internationales. La Suisse, c'est 8 millions de personnes. Mais c'est Nestlé, c'est 33% du pétrole mondial qui est négocié à Genève, c'est Lafarge-Holcim, la plus grande entreprise de béton est basée en Suisse, etc. etc. Donc, et la Suisse, c'est aussi les organisations internationales, c'est aussi l'UNESCO, enfin pas directement l'UNESCO à Paris, mais la Société des Nations a été à Genève avant que tout d'un coup l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, trouve son siège à New York. Et donc qui dit organisation internationale dit aussi expertise. Il y a beaucoup d'expertes de nationalité suisse qui tout d'un coup se sont retrouvés à différents endroits du monde au moment de la décolonisation et notamment au Sénégal. Et donc le principal conseiller de Senghor au moment de l'indépendance par rapport à la question culturelle, c'était un Suisse qui s'appelle Jean Gabu, qui était directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, et ce musée d'ethnographie de Neuchâtel du coup a servi du modèle au musée dynamique de Dakar en fait. Et donc ce qui implique d'une certaine manière que Dakar a vraiment été un laboratoire d'expérimentation architecturale et urbain. Et donc ce qui mène un petit peu à la question, est-ce qu'il y a une identité de l'architecture sénégalaise? Et je sais, Annie, qu'à travers votre enseignement, vous avez vraiment œuvré pour que les élèves puissent développer ce modèle qui est propre à ici et désapprendre d'une certaine manière les modèles appris à l'étranger. La ville de Dakar a une identité. Et à travers cette identité-là, il y a ce sont des architectures qui viennent se mettre les unes à côté des autres. C'est pas l'architecture de Dakar, c'est pas l'architecture sénégalaise automatiquement, mais c'est la ville de Dakar. Et je sais pas si j'ai bien compris votre question, mais c'est ça l'identité d'une ville. C'est plusieurs choses qui viennent et qui se font osmose et qui font que, voilà, et donc ça va du fromager qui reste, les quelques rares fromagers qui restent dans Dakar parce qu'ils sont inhérentes même à la presqu'île, hein, à la maison coloniale, à votre bâtiment qui date des années 40, à toutes ces architectures du XXe siècle qui sont les grands ensembles, etc., etc. Le tour de la place, c'est l'identité. Les SICAP sont
l'identité même de la ville. Mais les SICAP datent des années 50, premières SICAP. Voilà, tout ça, ça fait cette identité-là de la ville de Dakar. C'est pas ce qu'on appelle l'architecture sénégalaise. C'est l'identité de la ville de Dakar. L'architecture sénégalaise, on va dire l'architecture traditionnelle, bien entendu. Il y a une architecture traditionnelle qu'on retrouve au Sénégal. Je pense que vous ne parlez pas de ça. D'accord. L'architecture dite entre guillemets sénégalaise, donc on retrouve, qu'on va appeler l'architecture des années 70-80, qui est basée autour de ce qui n'a pas été défini ni codifié, mais qui était un principe philosophique énoncé par le président Senghor, parallélisme asymétrique, que tout le monde veut savoir de quoi s'agit-il, mais c'est quoi le parallélisme asymétrique? Je vois qu'il y a des grandes... les architectes des étrangers veulent tous savoir, mais finalement, c'est quoi le parallélisme asymétrique? Ça les interpelle là en ce moment. Je voudrais faire un travail sur le parallélisme asymétrique. Ça me fait rire. Bon, mais voilà, Senghor en a parlé pour définir. C'était le parallélisme asymétrique. C'était pas autour de l'architecture, c'était autour d'une façon d'être. C'était autour d'une façon d'être soi-même, nous-mêmes, aussi bien au niveau architecture, effectivement, que dans tous les autres domaines culturels qu'il avait philosophé, ce concept-là. Et des architectes dans les années 80 ont essayé de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et ça a donné notamment beaucoup de bâtiments qu'on retrouve au niveau de l'université de Dakar, des amphithéâtres notamment, la bibliothèque, les archives, enfin, beaucoup de bâtiments au niveau de l'université, le CICES, dont tout le monde parle, etc. D'autres bâtiments dont certains ont été démolis, notamment celui de la direction de l'urbanisme et de l'habitat sur Roosevelt. Voilà, c'est en fait l'immeuble FAD, l'immeuble Faisal, tous ces immeubles-là, l'ENAM, l'école nationale, voilà, c'est un courant, on va dire, c'est un courant qui a essayé, va-t-on l'appeler architecture sénégalaise? Je ne sais pas, parce que Senghor lui-même ne parlait même pas d'architecture sénégalaise, il avait la vision beaucoup plus large. Donc, voilà. Bon. Ce que nous sommes supposés apprendre, d'abord, c'est apprendre à nos étudiants à regarder un peu ce qui se passe autour d'eux, au Sénégal et bien ailleurs, bien au-delà. Je pense qu'il ne faut pas qu'on les focalise sur ça, mais en fait qu'on leur demande de voir comment les orienter vers de la recherche. Et la recherche, cette recherche-là, elle ne se passe pas simplement dans une école d'architecture, elle se passe encore... La recherche, c'est beaucoup plus large qu'au sein même de l'école, parce que c'est des laboratoires, c'est beaucoup de... Et la recherche autour du matériau, le matériau le plus adéquat, le matériau qui correspondra ou qui répondra plus à une forme, à une manière de vivre, à une manière d'être, je ne sais pas, voilà. Donc c'est toutes ces recherches-là qui sont, qu'il faut, et peut-être après, je ne pense pas qu'on puisse parler d'architecture sénégalaise, parce que c'est tellement réducteur, mais regarder un peu plus large que uniquement dans notre petit Sénégal, qui est une invention très récente, trop récente, pour en faire de l'architecture. Oui, je trouve la discussion autour de, bien sûr, l'identité architecturale sénégalaise très intéressante, parce que dans une architecte qui pratique, ça m'interpelle énormément. Et effectivement,
Je suis contente qu'elle en parle. Je pense, enfin, peut-être l'effort le plus singulier de vouloir définir une architecture sénégalaise. Je l'ai vu dans la loi d'urbanisme de 1978, donc qui parle de plusieurs choses assez intéressantes. Le parallélisme asymétrique, c'est à interpréter, mais moi je comprends comme une question de rythme, on va dire, de rythme, une géométrie un peu différente, non euclidienne, basée sur le rythme, les fractales, etc. Qu'on peut retrouver en musique, pas que peut-être dans l'architecture. Et sinon, il y a d'autres éléments qui parlent quand même dans ce texte de loi, que les architectures doivent s'inspirer doit être d'inspiration, je pense, néo-sahélienne. Soudano-sahélienne, d'inspiration soudano-sahélienne. Et moi, je l'ai toujours lu dans un premier temps, interprété un peu comme des références très stylistiques, parce que c'est ce que j'ai vu à Dakar. Je pense service d'hygiène, marché Sandaga qui n'est plus, maternité Le Dantec qui n'est plus. Et ça, c'était toujours des allusions un peu stylistiques. Je me suis dit, ok, je vois un peu ce qu'il veut dire par là. Il y avait plus de prescriptions même sur la couleur, dire que les couleurs des bâtiments, ça doit être des couleurs, j'en sais rien, terre ou du Sahel, etc. Et quelqu'un m'a fait, bien après, récemment, je sais plus qui, fait remarquer que il y avait une forme de volonté d'avoir une architecture bioclimatique dans ce texte. C'était leur interprétation. Parce que soudano-sahélien, c'est une continuité climatique. C'est pas ce que j'ai vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'a interprété comme ça. Mais ça m'a fait réfléchir, notamment, en fait, et juste à la suite de l'exposition, de voir les débris de la maternité Le Dantec, qui, je pense, la destruction, on peut en débattre, je suis sûre, est un drame pour plein d'autres raisons. Mais le fait de voir le gravat et de voir finalement un tas de béton et de voir tous ces bâtiments, anciens, détruits, quand on parle maintenant, et de penser à leur matérialité qui devient du béton, et maintenant Mbaye parle de déchets et de cette ville qui se transforme, etc. Et de regarder la nature peut-être un peu plus de plus près des déchets de ces bâtiments, j'espère nous interpeller, et ce qu'ils en deviennent en fait, parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on détruit un bâtiment en béton, en parpaing, de ciment, que deviennent tous ces gravats? Peut-être que ça peut nous interpeller à façon de construire autrement, en sachant bien sûr on a plein d'autres matériaux à disposition sur construire. Juste rebondir sur ta question où tu parlais de est-ce que effectivement la ville est un terrain d'expérimentation ou pas. À mon sens, oui, ça l'a été parce que beaucoup des architectes qui ont construit donc des bâtiments au début du 20e, les premiers bâtiments qui ont été construits dans la ville, la chambre de commerce, la préfecture qui était la première école des garçons, l'hôtel de ville, le premier palais de justice qui est aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. C'est beaucoup d'architectes qui venaient de France et qui étaient soit sortis d'école, soit étaient considérés entre guillemets comme passés en France et qui venaient du coup expérimenter ici. Mais je vais rejoindre ce que disait Annie, c'est-à-dire que on est dans une ville où on a une chance d'avoir une richesse en termes de styles architecturaux. On peut passer d'une maison de commerce à Carmel à un bâtiment de style empire comme l'hôtel de ville, à une tour comme la tour de la Bessaou ou l'immeuble Faisal qu'on pourrait qualifier de moderniste, même si j'aime pas ce terme de African modernisme, mais bon. On peut passer aussi à de l'art déco, il y a quand même une richesse assez intéressante quand on se balade dans la ville. Tout à fait, et je pense que c'était l'objectif un petit peu de... Je crois pas que ça marche. Ah oui. C'était un petit peu l'objectif de cette exposition Mbaye, c'était qu'on puisse faire une déambulation un petit peu à travers des bâtiments, à travers des quartiers,
à travers même des lieux qui ont été détruits, enfin des bâtiments qui ont été détruits et que tu as représenté un peu comme un côté dans une forme un peu fantomatique. Comment, disons, le tennis est venu comme une image que tu voulais employer dans ton travail pour parler de l'architecture. Est-ce que tu peux parler de ça un petit peu, du tennis? Et ensuite, on va ouvrir au public. Alors, par rapport à cette métaphore du tennis, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là, les premiers documents que j'ai consultés, en fait, quand les colons sont installés au Sénégal, je voulais voir vraiment leur principale activité, c'était s'activer sur quoi en réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, du point de vue architectural, je me suis rendu compte, effectivement, en consultant ces documents, que les premières formes de construction étaient des habitats importés de la France, en réalité, vers Bordeaux, etc., pour que ça s'accommode, ou bien pour que ça soit beaucoup plus... ça renvoie vraiment aux conditions de vie, à tous ces fonctionnaires qui vont s'installer ici au Sénégal. Donc, c'est des formes de construction typiques françaises pour favoriser, je dirais pas l'intégration, mais pour favoriser le bien-être de tous ces fonctionnaires français qui se sont installés au Sénégal. Alors ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était leur espace de travail aussi qui était conçu ou bien aménagé aussi selon un modèle typique français. Et le troisième élément, c'est les discothèques ou les bars que ces gens-là fréquentaient aussi, qui étaient conçus par rapport à un modèle typique français. Et le troisième, c'était le terrain de tennis. Donc, c'était des gens qui avaient un terrain aménagé où ils pouvaient jouer, où ils pouvaient faire du sport. Alors, je me dis, alors ce terrain de tennis, ça pourrait être vraiment un bon prétexte aussi pour parler d'architecture, parce que, en fait, quand ils sont arrivés, peut-être qu'il y avait une forme d'architecture qui existait déjà. Il y avait une manière d'habiter ou une manière de construire qui existait. Alors, le fait qu'ils ont amené autre chose sur ce qui existe déjà, alors comment ces deux éléments vont cohabiter, vont vivre ensemble? Peut-être qu'il y aura une compétition entre ces deux formes d'architecture. On appelle peut-être l'architecture indigène et l'architecture coloniale ou moderniste, peu importe le nom. Et j'ai commencé à vraiment insérer cette métaphore de tennis de compétition. Après, j'ai regardé Dakar, et à chaque fois, surtout au niveau des marchés où il y a un bâtiment qui a été construit pendant l'époque coloniale ou même juste après, tout autour, tu vois plusieurs constructions éphémères comme ça qui se construisent et qui se greffent sur ces architectures comme si en fait je voyais un arbre qui est là assez imposant. Et tout autour de l'arbre, il y a des parasites qui s'accrochent autour de cet arbre et qui existent et qui se battent pour exister aussi. Alors l'exemple peut-être le plus illustratif, c'est le marché Kermel. On a le bâtiment qui est là, assez imposant, très beau. Et tout autour du bâtiment, il y a des constructions éphémères faites par les marchands ou par des gens qui veulent aussi trouver leur place ou même arracher leur place dans cette ville. Alors cette forme de confrontation, cette lutte, cette forme d'échange assez, je dirais pas violente, mais ça me renvoie aussi à ce match de tennis où il n'y a pas de balle en réalité, mais chacun essaye
de montrer qu'il est là, mais dans une atmosphère ou bien dans un climat assez joyeux. Alors, c'est par là que j'ai pour cette série qui est juste là à côté, j'ai marché dans la ville avec ma raquette de tennis, et à chaque fois que je voyais une personne, je lui demande, est-ce que tu peux faire du tennis ici dans la rue? Et je le photographie ou bien je le filme, et puis redessiner avec le moins de traits possible pour montrer l'expression corporelle ou du visage de la personne, parce que en fait, je suis à poser cette question que à Dakar, il n'y a pas beaucoup d'espace de jeu. Les gens sont beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Alors, est-ce que la forme de construire, la façon d'aménager l'intérieur répond vraiment à nos aspirations? Pourquoi on est tout le temps dehors? Pourquoi on ne reste pas à l'intérieur de nos maisons? Je sais pas si Moi, j'ai été interpellée par le titre « Balle de match ». Parce que la balle de match au tennis, je ne suis pas une tennisman, hein, mais je crois que c'est le point avant de gagner. C'est, d'accord? Donc je me dis, mais qui gagne? Je me pose la question. Non, j'ai regardé, on en a parlé là, et j'ai dit, mais balle de match. Donc il y a comme un défi là, c'est un grand défi. Et quand on parle de balle de match, et des fois il y a des balles de match. C'est ça en fait, c'est des balles de match. Des fois au tennis, balle de match. 2 heures après, le même match, balle de match. 3 heures après, balle de match, balle de match. Donc c'est un peu, c'est là que je vois que en fait le cheminement de la ville, je comprenais pas pourquoi le tennis. Je ne voyais pas le terrain de tennis comme je viens de l'expliquer. Je disais que le premier Kagoré, qui est quand même l'origine de la ville de Dakar, il y avait un terrain de tennis déjà, à l'époque lointaine. Il n'y avait pas de jardin public, mais il y avait un terrain de tennis. Donc c'est effectivement une vieille histoire, le terrain de tennis. Mais le fait que tu as appelé ton exposition balle de match, et que ce soit pour dessiner ou raconter une histoire de la ville, moi c'est ça qui me bouscule, hein, c'est vrai, parce que je me dis c'est juste avant, puis finalement on continue, et puis c'est encore juste avant, puis on continue, et c'est juste avant qu'on construise ou qu'on démolisse ou qu'on mette à côté les uns les autres, et que en fait ça fait l'identité de la ville dont je parlais tout à l'heure. Je voulais... Oui, en plus, le titre évoque une fin qui est un peu proche aussi. Donc, il y a quelque chose d'assez... proche, qui peut ne pas être la fin si proche que ça. Oui. C'est ça, je veux dire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des œuvres, la balle n'est pas là. Donc, ce sont des personnes en attente, comme ça, du jeu. Alors, moi, c'est juste en parlant de Dakar qui s'étale... et peut-être on va dire un continuum urbain qu'il peut avoir. Moi, je pense que les limites de Dakar sont assez claires, tout simplement d'un point de vue géographique, hein. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est une forme assez particulière de péninsule. Je dis toujours le coup qui relie Dakar au reste du continent, vu qu'on est au bout de l'Afrique. Il y a des lacs et des marécages en fait, donc j'ai un peu cette vision de me dire qu'il y a de l'eau, enfin il y a vraiment une partie qui coupe un tout petit peu, même si autour de l'autoroute ça continue. Et je parle juste pour dire que je pense que l'extension de la ville est très limitée par sa géographie. Je pense d'un point de vue c'est très défini et c'est très limité, et c'est un peu aussi ça qui je pense occasionne
la verticalisation de plus en plus fulgurante de la ville. Moi, j'habite dans un R+5, les voisins R+5 viennent d'être détruits. Je me demande ce qui vient après, quoi. C'est plus les maisons basses qu'on détruit maintenant, c'est maintenant les immeubles également. Donc, je pense qu'il y a au moins, je veux vraiment le rapporter un peu à la contrainte géographique, parce qu'il y a juste de vraies limites et de vraies contraintes. Et je pense que ça devrait aussi pousser à réfléchir à comment est-ce que cette ville va se transformer, jusqu'où ça peut aller, parce que je pense que son expansion est limitée, en fait. Malheureusement, heureusement. Il y a les alentours de Dakar. Dakar, ce n'est pas Rufisque. Rufisque, ce n'est pas Guédiawaye. Pikine n'est pas Rufisque, etc., etc. Les choses sont quand même circonscrites. De toute façon, il y a, voilà. Et puis, on a des limites naturelles qui sont le bord de, etc. Donc, les choses s'étendent. Dakar, moi, je persiste, je signe à une identité. Et cette identité-là, je pense qu'on peut la sauver. On peut la sauver. On doit la sauver. Elle a une identité. Parce que cette identité-là, elle est inscrite dans une histoire, etc. Même si aujourd'hui, on doit travailler à une autre échelle, on doit travailler verticalement, certes, mais il y a quand même... Et s'inscrire dans ce Dakar, si on est dans Dakar. Que fait l'Ordre des architectes ? Écoutez, l'Ordre des architectes, c'est vrai, il devrait avoir du répondant, hein, mais je pense qu'il n'y a pas que l'Ordre des architectes. Il y a les individus, les gens qui sont dans les associations. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on remet toujours on rejette toujours le bébé au soi-disant professionnel. C'est vrai, l'Ordre des architectes ne joue pas sa partition, hein, je suis bien d'accord, mais là, les individus que nous sommes là tous, avons aussi à réagir par rapport à tout ça. Parce que je disais, la ville, ce n'est pas l'affaire des architectes. Encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde. Si on pense que de démolir la maternité ou le marché Sandaga ou l'immeuble ou le CICES qui date de 1974 pose problème, eh bien, tout le monde doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'exprimer et le dire et le faire savoir. Et ce n'est pas simplement de la responsabilité de la profession, enfin notamment des architectes, c'est ça qui manque peut-être aussi, hein, au Sénégal. Je n'aime pas tellement dire la société civile, mais il y a des associations qui sont, et de plus en plus d'ailleurs, les associations dénoncent cet accaparement du foncier. On le voit de plus en plus, le foncier est de plus en plus... les populations se rendent compte que c'est en fait leur survie. Il s'agit de leur survie. Le littoral, mais c'est la même chose à l'intérieur. La forêt de baobab, toutes les forêts de baobab qui sont en train d'être morcelées et revendues, achetées donc, et qui vont être construites. Ça participe de notre patrimoine, et en plus quand on sait ce que la forêt de baobab peut apporter, enfin les forêts peuvent apporter sur le plan de vie durable, climatique, etc., etc. Bon, mais c'est vrai, donc de plus en plus on voit comment
actuellement, notamment sur le littoral de Ouakam, il y a des associations sur tous les littoraux. Tous. On voit comment les gens réagissent. Voilà. Et quand on démolit un immeuble, de la même manière, je pense qu'on devrait pouvoir se parler dans les groupes dans lesquels on peut... les réseaux fonctionnent ici beaucoup, comme partout dans le monde. Je veux dire, c'est une occasion aussi de pouvoir s'exprimer à ce niveau. Je pense que c'est important qu'on puisse... Et c'est ça. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, tout ne peut pas être sauvé, sauvegardé, mais je ne sais pas si vous savez, mais tout le tour de la place de l'Indépendance, le ministère dont vous parliez tout à l'heure des Affaires étrangères, il y a des grands architectes étrangers qui travaillent sur des immeubles qui doivent être faits. L'avenue Pétavin, où il y a des Caïcédra et ces immeubles militaires, il y a des architectes étrangers qui travaillent là-dessus jusqu'à Sandaga. C'est-à-dire que tout ça, c'est voilà. Donc voilà, vous allez nous dire que fait l'ordre des architectes. C'est vrai, que fait l'ordre des architectes? Bon, peut-être que l'ordre des architectes, ils se disent qu'ils cherchent à avoir un petit marché par-ci par-là, etc. Bon, là, je suis mauvaise langue, mais c'est aussi une affaire de la société sénégalaise, pas simplement des professionnels du cadre bâti. Mathieu, tu veux dire quelque chose? Alors, je te laisse intervenir et puis après on va poser, vous pourrez faire une dernière question et puis après on va terminer. Non mais, je pense qu'en fait la force du travail de Mbaye Diop, justement c'est de montrer cette interaction entre le social et l'architecture, disons, et aussi Dakar Morphose en fait. C'est vraiment ça, c'est comment la forme des benches, si j'ai bien compris, n'est pas qu'une construction, une manière de mettre en forme l'espace, mais aussi l'expression d'une complexité de relations à l'intérieur d'une société, qui est d'ailleurs beaucoup plus évoluée que la société colonisatrice qui arrive, soi-disant, pour dire, nous, on va vous montrer comment il faut faire de la politique de manière intelligente, ou j'en sais rien quoi. Et je pense que c'est typiquement même cette notion d'ordre des architectes, enfin, je pense que l'ordre des architectes, c'est une invention, je pense, plutôt européenne. Enfin, moi, je travaille sur la question des associations d'architectes. L'Union internationale des architectes, elle est née à Lausanne en 1948. Aujourd'hui, c'est une association qui représente des centaines de milliers d'architectes à travers le monde, parce que chaque personne membre d'une association d'architectes devient membre de cette Union internationale des architectes. Et à Dakar, vous avez 300 personnes qui peuvent être représentées par cette association. En Suisse, dans une école comme celle de Lausanne, vous avez 300 personnes par année qui sortent avec un titre qui leur permet, par exemple, de participer aux compétitions internationales. Et moi, je pense que c'est important de vraiment, pas tout d'un coup dire, voilà comment on peut adapter Dakar à ce qui se fait d'une manière générale, ce qui a été déjà établi quelque part, par exemple, comme un ordre des architectes. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de dire, et c'est peut-être que cette notion d'identité est intéressante, de regarder qu'est-ce qui est à Dakar, et c'est pour ça qu'on avait intitulé ce cycle Un pro de Dakar, qu'est-ce qui a su résister en fait dans cette compétition, dans ce match, qui est encore là et qui peut peut-être faire en sorte qu'on va pouvoir se sauver en fait. Parce que réellement, je sais pas, moi je le dis, je viens de Suisse, la Fargensim, la Suisse c'est aussi Nestlé, j'habite à Lausanne, c'est à 30 minutes du siège mondial de Nestlé, vous avez partout Nespresso, etc. Donc quand on parle de cette compétition, il y a des intérêts mais vraiment gigantesques qui sont en jeu. Quand tout d'un coup Nespresso semble être une sorte de produit local alors que pas du tout, les bénéfices ils vont en Suisse, je trouve qu'il faut aussi se poser la question par rapport à l'architecture de qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup de classer des choses qui ont été faites, je sais pas, peut-être par les architectes français ou autres. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de mettre l'accent sur ce qui a été fait, qui a été miraculeusement préservé, et puis qui va peut-être nous permettre de nous en sortir. Et nous, on avait organisé 3 tables rondes justement avec Carole et Nzinga. La première, ça avait été Dakar Morphose. La deuxième, Nzinga avait
montré le travail de Vorofila, justement, comment on peut travailler en terre plutôt qu'en béton. Et c'est intéressant parce que ça rejoignait des initiatives qui sont prises aussi en Suisse pour tout d'un coup éviter de construire en béton. Puis ensuite, on avait travaillé sur cette question de Dakar en image et puis de la force qu'a cette ville, justement, quand on ne sépare pas l'architecture du reste, en fait. Et je pense que ça, c'est super important. Donc, Non, peut-être assez rapidement. Je pense que toutes ces conversations interpellent, ou nous poussent en tout cas à s'interpeller à qui finalement fait la ville. Parce que l'histoire, je vais reprendre l'exemple de la ville de Dakar. Lorsqu'on étudie le logement en particulier, on voit l'évolution des différentes typologies de logements qui sont, on va dire, plus ou moins planifiées et qui répondent à certaines logiques. Et moi, une des choses et un des éléments peut-être un peu plus politiques, hein, si on réfléchit à plus grande échelle, c'est que on voit donc les années. Bon, il y a des maisons, il y a des architectures traditionnelles avec des pinch, il y a les maisons coloniales avec la colonisation. En 1951, les SICAP sont créés, donc au moment des indépendances, les quartiers des SICAP, etc., qui construisent de façon, on va dire, croissante jusque les années fin 70 à peu près, et des éléments comme le crash pétrolier, la création de la banque de l'habitat tout d'un coup après, du Fonds monétaire international, montre en fait finalement la faiblesse que l'État peut avoir à pourvoyer et finalement à faire la ville. Donc moi je trouve qu'il y a une évolution où on assiste, je pense les années 80-90 avec après les programmes d'ajustement structurel à d'évaluation, on voit qu'il y a une baisse en fait de la mainmise que l'État a sur la capacité à faire la ville. On espérait au moins que, je pense, l'État puisse avoir un élément régulateur, parce que je pense que c'est l'idée, mais de plus en plus, lorsqu'on regarde ici à Dakar, qui construit, il faut un peu s'intéresser pour voir, c'est qui les maîtres d'ouvrage, c'est des privés. Une façon très facile de se faire de l'argent, c'est de faire des logements de plus en plus soi-disant luxueux. Donc et puis c'est un refuge aussi, on va dire, pour plusieurs fonds. Donc on s'interroge donc ça c'est, je pense, un des problèmes, une des faiblesses. Et de l'autre côté aussi, il y a toujours cette ville qui se fait par les gens pour des questions de survie en fait finalement, pour des questions de fonctionnement. Et je pense pouvoir un peu se poser. Et moi, je peux que parler en tant qu'architecte, donc peut-être à mes congénères, mais certainement aussi à la société, à la société, aux habitants, aux personnes qui occupent la ville, de pouvoir au moins s'interroger sur ce que ça pourrait être. Parce que voilà, il y a eu, je pense, des exemples qui nous ont montré qu'on aurait pu avoir une autre ville, et je pense que c'est surtout avoir la vision en fait, et pas juste les juxtapositions et successions de projets un peu individuels qui sont là finalement, je pense que pour des raisons financières, de gains financiers quoi, et pas urbains. Et on voit avec les hivernages derniers, je pense qu'il y a une plus grande réflexion à faire autour de comment construire ensemble pour qu'elle soit vivable. Tout à fait. Et ouais. Une vision globale, ouais. Et que tout le monde a le droit de penser la ville, et les artistes aussi peuvent avoir leur vision justement sur la ville pour imaginer. Tout le monde doit pouvoir, ouais. Avec une direction. Ouais, tout à fait. Je crois que ce qui est intéressant, c'est juste de poser la problématique, qu'on incite ou qu'on invite tout le monde à réfléchir pas dans le même sens, mais qu'on réfléchisse ensemble par rapport à toutes ces questions-là. J'ai pas de réponse, honnêtement, par rapport au devenir même de cette architecture de Dakar. C'est juste une observation, c'est juste des questionnements que je partage avec le public, que je partage avec tout le monde. Et après, chacun prend ce qu'il veut prendre. Et ouais. Juste pour réagir un peu à la question, je dirais que il y a des initiatives qui se mettent en place, et il y a des moyens d'inventer et d'habiter la ville autrement. Zinga et Caroline ont fait une réflexion là-dessus et ont commencé à proposer des pistes de solutions. Je pense qu'il faut surtout construire intelligemment, construire avec
je vais pas dire des matériaux locaux, mais je vais plutôt parler de matériaux biosourcés ou de choses qui sont disponibles ici, que ce soit de la terre ou du ciment, et on peut le faire quel que soit le matériau qu'on utilise, et faire construire des formes qui soient adaptées aux besoins des habitants. Et je pense que c'est des éléments de réponse comme ça que Habiter Dakar commence à initier, mais aussi Orofila dans leur pratique architecturale, et le fait qu'ils proposent une architecture bioclimatique. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cet ouvrage, donc Habiter Dakar, qui est disponible en ligne et où justement Nzinga et Caroline ont développé des outils pour inventer une architecture sénégalaise, et si on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà. Donc oui. Je vais juste préciser, donc Caroline Geffriot, parce que j'ai pas dit son nom de famille. Caroline Geffriot, et bon, parfois les gens font la confusion, donc il y a Caroline Geffriot et il y a Carole Jupp et Caroline Geffriot pour Habiter Dakar. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas à tout le monde, au public, aux intervenants pour cette table ronde. Je pense que, alors notre exposition, elle est ouverte jusqu'au 4 mars. La recherche de Carole et de Nzinga est aussi disponible jusqu'au 4 mars. Du coup, Carole continue ses balades architecturales le samedi et le dimanche. Et bon, voilà, chacun a une grande programmation tout au long de l'année. Nous aussi, à Célé-Bayonne, on a justement aussi une recherche en cours d'une résidente commissaire qui s'appelle Anne Bourassé, qui recherche la place des femmes dans la scène artistique sénégalaise, qui sera en cours, et on aura une autre discussion d'ici 2 semaines, si vous voulez vous joindre à nous. Voilà. Je vous remercie. Merci à tout le monde et à bientôt.